Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler Vendée Globe, 74e jour de course et un nouveau concurrent en approche des Sables d'Olonne, Jérémy Bayou. Mais là, les arrivaux vont s'enchaîner. On va avoir un super week-end. Jérémy Bayou démarre, mais en fait, jusqu'à lundi. On devra avoir de Jérémy Bayou à Boris Herman. Voilà, toute cette tête de course qui va arriver dans le même week-end. Et puis je pense que alors ça va être ce week-end-là. Et puis le week-end d'après, ça sera le groupe entre Romain Attanasio et on va dire peut-être Jean Le Cam, la deuxième partie qui arrivera, elle, dans 8-9 jours. Donc vraiment. On va avoir des arrivées le week-end, ce qui veut dire avec le maximum de monde, donc ça c'est bien aussi pour les concurrents à l'arrivée, pour les spectateurs. Eh bien on commence tout de suite avec cette 74e journée de compétition. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches, si vous pensez que ça peut les intéresser. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire qui vous a plu, qui vous a déçu. Quand vous vous abonnez à la chaîne, vous pouvez rajouter la petite cloche, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent. Notamment des vidéos cyclisme en ce moment, le biathlon aussi, le Vendée Globe. Donc en ce moment, c'est très très chargé au niveau des vidéos. Super Thanks, ça se passe dans les commentaires. Je ferai peut-être un jour un tuto Super Thanks, parce que j'ai reçu un deuxième mail sur les gens pour comment faire. Savoir que je ne le fais pas habituellement. Donc je pense que ça doit se passer dans les commentaires. N'hésitez pas à le mettre dans les commentaires de la vidéo pour comment faire un Super Thanks. Et puis, on commence tout de suite avec cette vidéo du jour. Donc voilà, Jérémy Bayou en approche. Jérémy Bayou qui a réussi à passer le Cap Finistère. Ça n'a pas été simple, il le disait, il n'avait ni VHF, ni antenne. Donc c'est-à-dire qu'il n'était pas visible par les autres bateaux. Donc ce qui fait qu'il a passé un mauvais quart d'heure, on va dire, dans ce passage. Surtout qu'il est passé à l'intérieur du DST, donc là où il y a le plus, on va dire, de monde. Donc c'était pas forcément évident à ce moment-là. Donc on le voit, il est en approche, Jérémy Bayou, dans les heures à venir, du côté du concurrent de Charal, qui pourra être quand même satisfait de sa course. Charal sera peut-être moins satisfait de la communication de Jérémy Bayou, parce que c'est vrai qu'à la longue, même les derniers jours, il s'est plaint tout le temps, Jérémy Bayou, des conditions. Mais c'est vrai qu'il pourra quand même être satisfait de sa course, parce que malgré les conditions difficiles, il sera, je pense, devant le record d'Armel Lecléache, alors qu'il a eu vraiment des conditions pas évidentes. Malgré tout, je pense qu'il faudra faire un débrief en étant honnête sur sa performance, en étant honnête sur son bateau. Normalement, ce bateau-là devait être le plus rapide des IMOCA. C'est-à-dire, quand il l'a conçu au départ, ce bateau-là devait être le plus rapide, et il a fait un bateau trop extrême, je pense. Et dans certaines conditions, ce bateau ne fonctionnait pas idéalement. Je ne suis pas sûr, notamment, que l'idée des safrans biseautés, c'est-à-dire les safrans, au lieu d'être droits, ils sont légèrement tordus pour essayer de faire un plan porteur. J'ai pas l'impression que ça ait fonctionné très bien. Et puis je pense que c'était un bateau qui était exigeant physiquement. Je rappelle qu'il s'est quand même fait mal au genou à un moment pendant la course, notamment dans cette fameuse catapulte vers le cap de Bonne-Espérance. Et je pense que ce problème de genou, ce qui a fait que pendant un jour, 2 jours, il n'a pas pu manœuvrer comme il voulait, à un moment où peut-être il voulait attaquer un peu plus. À ce moment-là, Jérémy Bayou, ça lui a peut-être coûté un petit peu cher, parce que c'est là où, à la fin de cette catapulte, que l'écart a commencé à se creuser entre Richomme, Ruyant, Sébastien Simon et lui et Nicolas Luneven, qui se sont retrouvés un peu détachés. C'est à partir de ce moment-là, et peut-être que s'il avait pu attaquer beaucoup plus sans cette douleur de genou, peut-être qu'il aurait pu suivre les concurrents de devant un peu plus longtemps, notamment en début d'Océan Indien, et que ça aurait changé la donne. C'est vrai qu'après, il a eu des conditions difficiles, Jérémy Bayou. Est-ce qu'il sera satisfait de cette 4e place ? Je sais pas. Je pense pas. Je pense qu'il venait pour autre chose. Jérémy Bayou, il venait pour la gagne. C'est pas son premier Vendée Globe à Jérémy Bayou. Je pense qu'il a connu beaucoup de choses sur le Vendée Globe. Il a connu des très bons résultats, des courses plus difficiles comme il y a 4 ans où il avait toujours été en deuxième rideau. Là, du côté de Jérémy Bayou, ça a été une course difficile parce que
Je pense qu'il a senti assez vite, au bout d'une vingtaine de jours de course, qu'il ne serait pas en mesure d'aller chercher la victoire, la win. Et c'est ça qui a été compliqué à gérer mentalement, mais je pense que ce bateau, peut-être un peu trop extrême sur certains domaines, n'a pas été si efficace que ça, parce que c'est vrai que quand on regardait les vitesses de Lundven, par exemple les vitesses de Paul Meillat, c'était rarement le plus rapide d'un groupe, Jérémy Bayou, à part sur la fin, où il a été, c'est vrai, il faut bien dire, très performant dans cette remontée d'Atlantique Nord. Mais avant cette remontée d'Atlantique Nord, c'était pas toujours le plus rapide. Donc voilà, Jérémy Bayou, quatrième. Mais je pense qu'il y aura un peu de déception. Est-ce qu'il repartira sur un nouveau Vendée Globe? Je pense. Enfin, je serais surpris qu'il n'aille pas faire un nouveau Vendée Globe. Est-ce que ça sera toujours avec Charal? Ça, c'est une grande interrogation, parce que c'est vrai que pour Charal, ça fait 8 ans désormais qu'ils sont sur ce projet-là. Est-ce qu'ils ont encore envie de continuer avec Jérémy Bayou? Déjà, dans un premier temps. Ça, c'est une première question qu'ils doivent se poser. Et ensuite, est-ce qu'ils n'ont pas fait le tour du côté de la voile? Ça, c'est la deuxième question qu'ils doivent se poser. Donc voilà, ça sera la réflexion, je pense, autour du sponsor, autour de Jérémy Bayou à l'arrivée. Je pense que Jérémy Bayou veut repartir. Je ne sais pas si Charal veut repartir. Donc là, il faudra voir lorsqu'il passera la ligne d'arrivée avec son bateau, qui aura quand même été efficace, qui n'aura pas eu... Alors, Jérémy Bayou est quand même un truc aussi qui est assez surprenant sur sa course. C'est qu'on a l'impression qu'il a toujours été énormément à l'économie avec son bateau. Dès le départ, il disait j'économise le bateau, la route est longue, j'économise le bateau, presque par peur d'avoir des problèmes techniques. C'est vrai que sur les 3 dernières années, les problèmes techniques, il les a un peu enchaînés avec ce bateau-là, et presque par manque de confiance envers sa machine. J'ai presque eu cette impression-là avec Jérémy Bayou qui se disait à chaque fois oui, je tape pas à fond dans le bateau, mais il a tellement économisé qu'il a, je pense, rarement attaqué dans le bateau, et je pense que c'est aussi pour ça qu'il s'est retrouvé dans un deuxième groupe, parce qu'il y a un moment, je pense qu'il aurait fallu attaquer et qu'il n'a pas senti le moment où il fallait prendre des risques, ou qu'il n'a pas voulu prendre ces risques-là à cause des problèmes techniques qui avaient émaillé ces 3 dernières années de manière assez nombreuse. Bon, 5e, Paul Meillat, lui aussi va arriver demain matin, normalement Paul Meillat, parce qu'en fait Jérémy Bayou va arriver dans la nuit, mais passera le chenal que demain matin. Et Paul Meillat, il ne devrait pas y avoir un gros décalage pour passer le chenal du côté de Paul Meillat. Pour le moment, 5e, je pense qu'il gardera sa 5e place, puisqu'il a quand même maintenant plus de 60 000 d'avance sur Nicolas Lundven. On voit que voilà, il a fait des belles moyennes sur les dernières heures. Il va même plus vite que Jérémy Bayou. Alors certes, là, en ce moment, Nicolas Lundven revient vite, mais Paul Meillat est costaud. Il n'a pas fait de bruit, Paul Meillat, sur ce Vendée. En réalité, il n'a pas fait de bruit. C'est vrai qu'il fait 5e sans faire de bruit. Il a fait une super remontée de l'Atlantique Sud, entre le Cap Horn et l'Équateur. Il a été super performant. Il a eu ce problème technique juste au moment du poteau noir, qui lui coûte peut-être la bagarre avec Bayou, parce qu'il a perdu de la performance avec son bateau. Mais il ne s'est pas laissé abattre, il a réparé, il est monté au mât, il s'est battu, il est monté 2 fois au mât, enfin il a fait 2 tentatives parce que la première n'avait pas marché. Donc voilà, ça lui a coûté un petit peu de temps, c'était la semaine dernière, hein, avec son problème de voile qui était tombé, au même moment que Jean Le Cam, hein, c'était le jour où il y avait pas mal de voiles qui étaient tombées à l'eau, donc il y avait eu des problèmes techniques, et je trouve qu'il ne s'est pas laissé abattre, il a continué à se battre. Il s'est battu quand même vraiment sur ce Vendée, parce qu'il s'est souvent retrouvé en 9e, 10e position. Il était toujours en queue de groupe. Quand on regarde quasiment dès la catapulte, c'est-à-dire au bout de 15 jours de course, dès qu'il a fallu prendre la catapulte, c'est le dernier véritablement à prendre la catapulte à pleine puissance. Et sur la longueur, avec Justine Métro. Et puis ensuite dans l'Indien, où il est derrière même Justine Métro. À ce moment-là, où il ferme tout le temps la marche. Il a tout le temps fermé la marche quasiment dans ce groupe de tête, Paul Meillat. Au Cap Horn, pareil, il est toujours plutôt dans l'arrière du paquet, sauf qu'il te fait une remontée
notamment le long de la zone des glaces, où il a été super impressionnant à ce moment-là. C'est là où il fait la différence, c'est là où il arrive à revenir dans le top 5. S'il fait pas ça, il revient pas dans le top 5. Et après, il a fait le choix de partir à l'est. Mais quand il a compris que ça marchait pas, il a rebasculé assez vite vers l'ouest, ce que n'a pas fait Nicolas Lundven. Et puis après, oui, il finit fort. Il finit fort, malgré son problème technique sur son bateau, il finit fort. Là, vous voyez, il fait encore 300 000 sur les 24 dernières heures. Donc non, belle course de Paul Meillat, sans faire de bruit. C'est pas le skipper de toute manière le plus communicant, Paul Meillat. Mais c'est un mec sérieux, et puis son premier Vendée Globe, c'est vrai, avait été compliqué à gérer. L'après Vendée Globe avait été compliqué à gérer parce que à ce moment-là, Paul Meillat, c'était un peu la pépite de la navigation, un peu comme Sébastien Simon, qui était un peu les Sébastien Simon un peu après. Et c'est vrai qu'ils étaient au top, en pleine ascension, et bam, un échec. Surtout que Paul Meillat, l'échec, il fait pas un mauvais Vendée Globe en 2016-2017. Bon, il a un problème technique qui l'arrête en Australie. Mais avant, il fait une bonne course. L'année d'après, il fait encore une super course avec donc l'ancien Massif. Et derrière, il n'a pas réussi à repartir sans un projet, Paul Meillat, en IMOCA. Et je pense que ça a été une grosse frustration pour lui. Et là, il a trouvé avec Biotherm un sponsor, même si c'était pas le projet avec le plus de moyens. D'autres équipes qui sont derrière lui avaient plus de moyens. Mais je trouve qu'il a vraiment réussi à faire du bon boulot. Donc bravo Paul Meillat. Je suis très content pour lui parce que moi j'avais bien aimé son Vendée Globe en 2016-2017. Voilà son début de Vendée Globe, et c'est vrai que j'avais eu du mal à comprendre pourquoi il n'avait pas eu un projet en 2020 en IMOCA, mais voilà, toujours un concurrent solide. Et puis derrière Nicolas Lundven, bah pour un mec, alors c'est dommage, il n'y a pas la 5e place chez Lundven, mais il peut déjà être content de sa 6e place parce que pas simple. Lui, du côté du projet de Nicolas Lundven, c'est un skipper qui était bisu, pas beaucoup d'expérience en IMOCA. Nicolas Lundven, faut savoir qu'il a été remplaçant de Clarisse Kremer chez Banque Populaire. Quand Clarisse Kremer a fait son enfant, quand il voulait toujours conserver le bateau. Donc il avait un peu d'expérience sur les bateaux IMOCA, mais pas tant que ça. Et à cette fameuse situation avec Kevin Escoffier d'inconduite sexuelle qui tombe sur la tête du sponsor qui décide de le retirer du projet, mais il faut retrouver un skipper. PRB, ça fait depuis 2000, 96 même, ils étaient là. Je sais même pas si en 92 ils sont pas déjà là. 96 sûr avec Isabelle Autissier. Et je sais pas si en 92 ils sont pas là déjà, PRB. Mais ils sont depuis très longtemps sur le Vendée Globe. C'est vraiment leur course ils sont du côté des IMOCA, c'est presque le sponsor emblématique de la catégorie IMOCA. Ils pouvaient pas venir avec un projet mal ficelé, et c'est vrai qu'ils ont appelé Nicolas Lundven, mais qui n'était pas le mec qui était le plus connu du monde de la voile. Nicolas Lundven, c'était pas le skipper le plus attendu. Ils lui ont fait confiance. Ils auraient pu faire confiance à quelqu'un d'autre, ils lui ont fait confiance. Et surtout, je trouve qu'ils ont été. Ils s'adaptaient très vite quand même au bateau. Il lui a manqué un peu de temps de navigation. Et je pense que c'est ce qu'il regrettera à la fin de son Vendée Globe. C'est que je pense qu'il lui a manqué un peu d'expérience, quoi. Un peu de temps de navigation. Il avait, je crois. Alors, soit il avait fait que retour. Je crois qu'il avait fait que retour à la base. Il n'avait pas fait la Transat en double à l'époque. Je pense que ça lui a coûté un petit peu. Oui, il a repris le projet assez tard, donc c'est vrai que sans avoir beaucoup d'expérience en IMOCA, c'était pas évident. Mais il a quand même battu une fois le record de vitesse. Je trouve qu'il a tenté sa chance, notamment dans le DST. On se souvient à l'aller, quand il passe, on va pas revoir sa trace, mais quand il passe complètement au large, voilà, et que contrairement à ses petits camarades qui étaient descendus le long du Portugal, lui était parti au large et qu'il avait fait ce premier record. Et puis, non, ça a été un. Je pense que beaucoup de gens ont découvert un peu le personnage Nicolas Lundven. Et je pense qu'il repartira dans 4 ans, et avec des ambitions qui seront différentes. Là, c'était un Vendée pour découvrir. Je pense que dans 4 ans, c'est un Vendée pour gagner. Et il aura, je pense, plus d'expérience, peut-être un bateau aussi qui lui conviendra mieux.
Je suis pas sûr que PRB fasse un bateau neuf dans 4 ans. Mais c'est quand même une question que je me pose. Est-ce qu'il y a un intérêt à partir sur des bateaux neufs dans 4 ans? Parce que là, ces bateaux-là ont déjà été hyper efficaces. Est-ce que dans 4 ans, on aura vraiment des bateaux neufs encore plus efficaces? Est-ce que le gap de performance qu'on a eu entre les bateaux 2020 et les bateaux 2024, on aura les mêmes entre 2024 et 2028? Je suis pas sûr. C'est marrant même, pour vous parler de tout ça, c'est que hier soir, je suis retombé sur une interview de Charlie Dalin, peut-être un jour ou 2 jours après son arrivée du Vendée Globe, il y a 4 ans. Et il lui parle de la vitesse des bateaux et ce genre de choses, et il dit, grosso modo, on a dû faire une erreur. Enfin, il ne le dit pas comme ça, mais c'est un peu l'idée que j'ai compris dans l'interview de Charlie Dalin. Tu vois que 4 ans après, c'est peut-être là-dessus, il a beaucoup bossé, c'est qu'il dit, on a des foils maintenant qui fonctionnent 80-90% du temps, parce qu'on s'est énormément concentré sur les foils. Ça a été le gros travail entre 2016 et 2020, de travailler énormément sur la forme des foils, sur l'utilisation des foils. On s'est beaucoup concentré là-dessus, mais en fait, il s'est aperçu pendant le Vendée de 2020 qu'on n'a absolument pas pensé à la carène des bateaux, c'est-à-dire à la coque, à la forme des bateaux. Et il disait, on a aujourd'hui des bateaux qui n'ont pas la forme pour être performants dans les mers du Sud. Et c'est là-dessus qu'il va falloir évoluer entre 2020 et 2024. C'est des bateaux qui soient plus efficaces en termes de forme dans les mers du Sud. C'est le gros travail qu'il a effectué sur la grosse différence en fait entre Massif et Aptivia. C'est la forme. La forme est beaucoup plus travaillée, la forme du bateau, le design du bateau est beaucoup plus travaillé. Et c'est ça qui a fait la différence de performance. Est-ce que dans 4 ans, on trouvera un truc à la fin de ce Vendée Globe, dans la réflexion qui permettra de faire encore progresser énormément les bateaux? Je sais pas. Je suis pas si sûr. Et c'est pour ça que je me dis que même en partant avec un bateau 2024, modifié un petit peu, je suis pas sûr que ce soit pas peut-être la meilleure idée. Mais on verra. Du côté de Nicolas Lundven. Regardez, bon, 2020, c'est pas un bateau neuf qui gagne, mais 2004 non plus. C'est le PRB de Michel Desjoyaux. C'est un bateau évolué. Donc ça peut peut-être être la bonne solution. Thomas Ruyant, bon bah 7ème en ce moment. Justine Métro est en train de repasser devant. Donc là il a un peu arrêté Thomas Ruyant en fait, pour tout vous dire. Je pense qu'elle va passer par l'extérieur le DST. Ils vont tenter de passer par l'intérieur. Mais bon, ça va être du vent costaud, hein. On le voit, le vent va être très costaud pour Justine Métro. Je pense qu'elle a décidé d'aller dans le vent fort. Donc il va falloir gérer ça dans les 10 prochaines heures. Parce que ça va être du vent fort mais très portant. Et je pense que là, il va y avoir un combat mais qui pourrait être gagné par Justine Métro. Devant Thomas Ruyant qui disait que les conditions allaient être encore compliquées, notamment au niveau de la houle. Parce que voilà, vous voyez, il va y avoir encore beaucoup de mer, 5 mètres de mer, et ça va être compliqué. Et par contre, bonne nouvelle pour Sam Goodchild, qui était très content de lui, Sam Goodchild. Pourquoi? La grand voile tient pour le moment. Il a réussi à réhisser sa grand voile, collée par 14 cartouches de colle. Ça tient, voilà, du côté de Sam Goodchild. Ça se finit un peu en autre boudin, que ça soit pour Ruyant ou pour Goodchild, ce Vendée. L'idée était quand même... L'idée de faire une équipe ensemble, c'était de mutualiser les coûts. Mais je pense que l'idée était aussi de se dire, on va pouvoir fiabiliser les choses beaucoup plus. On va avoir des cerveaux des ingénieurs qui vont bosser beaucoup plus sur les différents bateaux et on va pouvoir également avoir du transfert, du partage d'idées. Et en fait, quand tu regardes à la fin, je sais pas si ça a si bien marché que ça. L'idée de Thomas Ruyant, c'était un peu de révolutionner la course à la voile en décidant de faire comme en Formule 1, c'est-à-dire de créer des équipes, des structures. Et tu t'aperçois que je sais pas si ça a été si efficace que ça pour Thomas Ruyant et Sam Goodchild. Mais on en reparlera peut-être à leur arrivée encore dans 2 jours. Hein. Je pense que ça ne sera pas avant le 25. Derrière, toujours la bagarre d'Utre-Crémer pour la 10e place. Ça reste serré entre les deux.
une soixantaine de milles, hein, en gros, soixantaine, 70 000. En ce moment, ils sont en train de gérer la dorsale, et puis après, va falloir gérer le vent fort, même si eux, ils pourront éviter, je pense, le vent le plus compliqué, ce que ne pourra pas éviter Justine Métro, et après, ça va tambouriner jusqu'à l'arrivée, je pense, pour eux, avec des situations de transition, notamment au niveau du Cap Finistère. Donc on verra comment ça se passe. Dutreux, donc pour l'instant qui s'en sort bien avec Guillaume Environnement. Je ne sais pas si vous avez lu l'info, Clarisse Kremer repartirait peut-être pas pour un prochain Vendée Globe. Ça peut se comprendre, les 4 dernières années ont quand même été très difficiles. Très difficiles parce que on a remis en cause quand même son intégrité morale, notamment avec cette affaire de la taupe qui voilà, balançait les infos qu'aurait donné Tanguy Le Turquet, alors que c'était des infos qui étaient parfaitement valables, parce qu'il y a eu cette affaire avec son sponsor. Et puis je trouve que le monde de la voile n'a jamais été tendre avec Clarisse Kremer, parce que elle fait partie de ces gens qui viennent pas de la voile au départ. Clarisse Kremer, elle n'était pas destinée à faire de la voile. Elle a fait HEC, Clarisse Kremer. Elle était destinée à diriger une entreprise, à faire totalement autre chose. Elle est arrivée sur le tas du côté de la voile à la fin de ses études. Et j'ai toujours eu l'impression, alors, vous allez me dire, c'est peut-être peut-être un peu rigolo, mais qu'elle dérangeait le monde des marins. Comme d'autres avant elle, je pense Sébastien Destrumeau, notamment, mais il y a toujours eu des gens qui dérangeaient un peu les marins à l'ancienne. Et j'ai toujours eu l'impression que Clarisse Kremer, si elle n'avait pas fait le Vendée Globe cette année, il y a des gens qui s'en seraient presque réjouis. Moi, je trouve que Clarisse Kremer, elle a apporté un regard neuf sur le Vendée Globe, sur la navigation. Je pense que si dans 20 ans, on a beaucoup de filles qui veulent se mettre à la navigation, c'est grâce à des Clarisse Kremer, à des Justine Métro, à des Violettes d'Orange. Et je trouve que le monde de la voile en course peut être encore assez macho. Et surtout, les 4 dernières années ont été dures. Elle veut aussi s'occuper de son enfant. Et je pense que plus que de s'occuper de son enfant, c'est vraiment les 4 dernières années. C'est-à-dire qu'il y a encore il y a encore 2 ans, elle était vraiment pas sûre de faire le Vendée. Et ça a été 2 ans très compliqués, durs, je pense, mentalement. Et je pense qu'elle a besoin d'un break. Voilà, et peut-être qu'on la reverra dans 8 ans ou dans 12 ans. Mais je pense que ouais, elle a besoin d'un break. Et dans 4 ans, elle a dit, je pense qu'elle sera pas là. Clarisse Kremer, parce que voilà, je pense, elle leur a dit parce qu'elle a besoin de voir d'autres horizons. Moi, je pense que c'est surtout que ça a été compliqué mentalement à gérer, et médiatiquement, et surtout, enfin voilà, on lui a reproché quand même des trucs durs à Clarisse Kremer alors qu'elle n'était pas en tort. Et je pense qu'on lui a reproché très souvent parce que c'était une fille. Et que c'était une fille qui venait pas du monde de la voile. Je pense que ça a gêné beaucoup de personnes. Donc voilà, mon avis sur Clarisse Kremer. On retrouve ensuite Samantha Davis et Boris Herman. Bon, Vendée Globe, voilà, compliqué pour lui, mais qui essaye de s'en sortir au mieux pour le moment. Boris Herman, pas d'infos sur Boris Herman. Pardon. Samantha Davis, tiens, oui, en passant, elle a eu une mauvaise journée. Samantha Davis. Grosse intoxication alimentaire pour Samantha Davis. Fromage. Eh ouais, fromage. Déjà, c'est un miracle qu'elle avait encore du fromage, mais qui est resté ouvert un petit peu trop longtemps. Et grosso modo, elle pense que c'était ça, et elle a eu des grosses douleurs, gros mal de ventre, donc c'était compliqué. Et Benjamin Dutreux aussi dans ce groupe-là, qui a dit en vacation qu'il avait eu des galères. Il n'a pas précisé quoi. Il disait, je vous le dirai à l'arrivée. Donc, c'est-à-dire que peut-être qu'il a eu des problèmes les derniers jours, et c'est pour ça qu'il n'avait pas fait beaucoup de vidéos sur Guyot Environnement Water Family. Derrière, ça avance, ça continue d'avancer. Pour Romain Attanasio, très bonne journée de Romain Attanasio. 460 000 de parcourus sur Fortinet Best Western. Quand le vent est là, tout va. Et c'est vrai qu'il a vraiment bien cravaché, surtout si on compare à Damien Seguin.
des bateaux de même génération, bah, vous voyez que Damien Seguin, il fait un peu moins de 1000. Bon, Isabelle Yoshko, elle a un bateau qui a eu des problèmes, mais même Giancarlo Pedote n'est pas allé aussi vite. Donc vraiment bravo, et je trouve que Romain Attanasio, on n'a pas trop parlé de son Vendée Globe, mais si on pouvait qualifier son projet un peu de privé, on pourrait dire c'est un peu un privé, on dirait ça un petit peu dans les sports mécaniques, eh bien je trouve que c'est un privé qui a fait du très très bon boulot, Romain Attanasio. Et je trouve que c'est vraiment un bon Vendée Globe voilà, qu'il a réalisé, et je pense que le sponsor peut être content. Je sais pas s'il a sorti, en parlant du sponsor, s'il avait sorti enfin les oreillers du plastique, parce qu'il les avait laissés dans le plastique. Faut savoir qu'un de ses partenaires fabrique des oreillers, voilà, il fait de la literie. Donc non mais bravo Romain Attanasio, et puis je trouve que lui aussi, je parlais de regard différence avec le monde de la voile, a tendance quand même très souvent à un peu s'auto-regarder et à pas vouloir s'ouvrir un petit peu et s'élargir. Et je trouve que Romain Attanasio, Clarisse Kremer, Violette d'Orange, notamment dans leur communication, essayent d'attirer le plus grand nombre et essayent de faire que la voile soit un sport de plus en plus populaire. Et notamment Romain Attanasio, je pense que a vraiment participé à ça. On descend dans ce petit groupe, donc voilà, avec Damien Seguin qui disait que il était quand même content de lui, de comment il a géré mentalement ce Vendée Globe. Ce qu'il a dit, ça a été dur, très compliqué, et pourtant, il a trouvé des ressources mentales qu'il pensait pas avoir, donc il était assez fier de lui de ce côté-là. Et donc Isabelle Yoshke, qui aimerait bien manger des fruits frais, commence à en avoir marre. Là, elle mange des graines germées. Il y a des concurrents comme ça qui emmènent des graines qui peuvent germer pendant un tour du monde. François Gabard avait fait ça aussi sur des courses. Voilà, l'idée est de faire des petites plantations, on va dire. Bon, ça permet aussi d'occuper. Et voilà dans la situation. J'ai lu une statistique de dingue entre Benjamin Ferré et Tanguy Le Turquet. Pour le moment, l'écart entre les deux, 2620, il y a 25 000 d'écart, 26 000 d'écart. L'écart maximum entre les deux, ça a été au jour 40. Il y a eu 280 000. Il n'y a jamais eu plus de 280 000 entre les deux, et ça a été vraiment presque un pic, parce que dans la moyenne, ça a été une centaine de mille grand maximum. Donc ils ont toujours été collés les deux, et toujours en bagarre. Donc bravo, voilà, à ces deux concurrents, et qui n'ont pas les mêmes projets. C'est vrai que je pense que Monoyer, Duo for Job, c'est un projet un peu plus important financièrement que Lazare, mais qui se battent sur ce Vendée. Et je ne sais pas si vous avez vu la vidéo de Benjamin Ferré, elle dure 13 minutes, mais regardez pas les 13 minutes. De la fatigue, de la difficulté des manœuvres, quand on arrive à 74-75 jours de course, où là ça devient un effort physique extrêmement compliqué. Il le monte, il n'arrive pas à monter sa grand voile. C'est-à-dire qu'il voilà, il veut modifier sa grand voile. Je crois qu'il veut, je sais plus si c'est prendre ou enlever un riz, je sais plus. Mais voilà, il veut voilà, modifier les réglages de sa grand voile. Il est avec la grosse colonne, et il n'y arrive pas parce que physiquement il est cuit, et on voit que c'est dur. Voilà, en Vendée Globe, il y a des moments très compliqués et il s'énerve, et il a les jambes qui flagellent, les bras qui tremblent dans tous les sens. C'est vraiment un moment très fort, et je vous invite à voilà, regarder cette vidéo. Et puis donc derrière, Alan Roura qui est sorti du poteau noir avec Conrad Coleman, et Conrad Coleman toujours devant Jean Le Cam dans cette bagarre des bateaux à dérive droite pour la 3e place. Et Jean Le Cam, pour le moment, 2814, donc à 200 000. Hein, donc ça reste très serré dans cette bagarre des bateaux à dérive droite. Derrière, Guirec Soudé est en train de finir les alizés d'Atlantique Sud et puis de rentrer dans le poteau noir pour lui. Le concurrent de freelance.com, et puis ensuite on retrouve le petit groupe Violette d'Orange. Arnaud Boissial était énervé, il disait grosso modo ce que j'ai mis 30 heures à gagner, je l'ai perdu en 4 heures par rapport à Violette d'Orange. Donc voilà, mais vraiment les conditions sont pas simples. Et puis on retrouve Sébastien Marseille toujours avec Kojiro et Louis Duc. Kojiro qui a eu un gros souci, ce qu'avait eu Manuel Cousin. Il a eu un panneau solaire qui s'est mis en court-circuit, en fait, qui a cramé. Et il s'en est aperçu suffisamment vite pour pouvoir le chanter, donc voilà, l'enlever du circuit électrique. Et voilà, on voit que les bateaux souffrent depuis maintenant une dizaine de jours. On a quand même pas mal de problèmes techniques.
Antoine Cornic qui continue à s'isoler par rapport à ses petits camarades Jin Kun-Chiu et Oliver Herr. Oliver Herr qui était admiratif de la bagarre pour la 4e place devant. Donc Antoine Cornic qui a réussi à s'isoler et voilà, qui montrait comment il prépare une petite veste. Et puis surtout, eh bien, ce 74e jour marque la fin du Pacifique pour ce Vendée Globe. Et oui, Denise Van Winberg a passé le Cap Horn avec beaucoup d'émotion parce qu'il dit c'est plus de 6 ans. Faut savoir que Denise Van Winberg, il y a 4 ans, il n'a pas pu faire le Vendée Globe parce qu'il n'avait pas bouclé le budget. Ça a été très compliqué pour lui. Il est reparti, clôturer son budget, faire voilà, ce Vendée Globe avec Dieter Running Group. Il sait qu'il n'en fera pas 40, Denise Van Winberg. Il a essayé d'en profiter un maximum. Et là, pour le moment, ça se passe bien. En plus, il n'a pas eu des conditions trop difficiles, donc vraiment bien. Et puis, Amédéo et Manuel Cousin et Amédéo qui disaient « Je pensais pas être aussi loin en termes de rythme. Il pensait pas être dans les derniers. » Voilà, il a compris assez vite, mais il a compris en fait dans l'Atlantique Sud à l'aller qu'il ne serait pas en mesure d'aller suivre le rythme des leaders, mais il ne s'attendait pas à ça. Il ne s'attendait pas à ce que voilà, il soit autant en difficulté sur ce Vendée Globe, donc un peu déçu voilà, de son rythme et de son niveau de performance. Fabrice Amédéo. On regarde les statistiques, donc le bateau le plus rapide sur les 24 dernières heures, eh bien, c'est Romain Attanasio, qui a été donc plus rapide. Il a fait 50 km de plus que Damien Seguin et que Isabelle Yoshke qui sont 2 et 3. Isabelle Yoshke est quand même impressionnante, encore une fois, avec un foil en moins. On a beaucoup parlé de Sébastien Simon, mais elle aussi, et elle s'en sort bien pour le moment avec un bateau qui n'est pas tout jeune, encore une fois, mais qui a toujours été performant MACSF. Giancarlo Pedoté 4e, devant Alan Rora. Guirec Soudé, premier bateau à dérive droite, devant Paul Meillat. Benjamin Ferré et Tanguy Le Turquet. Hier, Benjamin Ferré a fait 8 km de plus que Tanguy Le Turquet. Donc ça joue vraiment rien entre les deux, c'est vraiment une belle bagarre. Et puis Antoine Cornic, 10e, qui clôture ce classement de la journée. Et désormais, Denise Van Winberg est à 12 859 km de l'arrivée pour le moment. Et du côté donc des ETA, Jérémy Bayou dans la nuit, entre 1h et 3h du matin et passage du Chenal à midi. Paul Meillat, lui, ça sera 25 minutes après qu'il entrera dans le Chenal, parce que normalement, il doit arriver entre 8h et 10h. Nicolas Luneven doit arriver demain entre 14h et 16h. Et pour Justine Métro, c'est soit demain soir entre 23h et minuit, soit... ça sera dans la nuit voilà, de vendredi à samedi. Voilà, parce que ça sera entre le 24 janvier 23h au 25 janvier 5h. Ça veut dire qu'elle explosera de 10 jours, elle aussi, le record féminin de Clarisse Kremer de la précédente édition. Alors certes, sur un bateau qui était à dérive droite et pas un bateau à foil, mais c'est pour dire quand même la performance qu'a réalisée Justine Métro. On retrouve ensuite Thomas Ruyant, Sam Goodchild, donc certainement le 25 janvier entre 10h et 17h. Ils vont peut-être même essayer de s'attendre, je sais pas, pour arriver ensemble. Et puis après, ils ont un petit peu de marge en plus normalement sur le groupe entre Benjamin Dutreux, Clarisse Kremer et Samantha Davis. Normalement, Benjamin Dutreux, c'est entre... les trois, c'est entre le 26 janvier midi et le 27 janvier minuit. Voilà. Et puis Boris Herman, ça sera le 27 janvier normalement. Dans la journée, Romain Attanasio le 1er février, entre le 2 et le 3 pour le groupe de Damien Seguin. Enfin, sinon, voilà, pour les autres, les durées n'ont pas changé pour le moment. Et Yannick Bestaven, ça devrait être le 1er février, donc avec Romain Attanasio, et Eric Bellion le 10 février. Voilà, pour les deux concurrents qui sont hors course, mais qui ont décidé de poursuivre leur chemin. Bon, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu. Puis nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures sur Amérique Production. Ciao, ciao!